de nous rejoindre pour cette 16e année d'Atsal. Depuis l'année dernière, dans cette même salle, il s'est passé plein de choses. 2015 sera tout jamais marqué comme étant le début de l'invasion de l'Europe à grande échelle. Plus d'1,5 million de réfugiés, de migrants, mais surtout de clandestins, comme on les appelle d'un point de vue du code pénal, ont débarqué sur les côtes européennes. Le clandestin à grandeur nature. Chaque jour plus nombreux, chaque jour plus exigeants, chaque jour plus agressifs, comme en témoignent les viols en Allemagne, en Suisse, en Autriche et ailleurs. Chaque jour plus dangereux pour nos libertés, comme le terrible soir du 13 novembre dernier à Paris. Mais aussi chaque jour toujours plus d'associations d'extrême gauche subventionnées par nos impôts, notre argent, prêtes à accueillir à bras ouverts et imposer ces clandestins. On ne compte plus les appels à recevoir ces faux réfugiés, comme on peut le lire encore récemment dans le journal communal de Plabennec, dans le Nord Finistère. Faux réfugiés, oui, et ce n'est pas nous qui le disons. Il s'avère que peu de Syriens sont arrivés. On recense bien des Afghans, quelques Syriens, mais surtout beaucoup d'Algériens, de Marocains, de Tunisiens et d'autres joies et chances pour l'Europe débarquant tout droit de l'Afrique subsaharienne. C'est le Haut Comité aux réfugiés de l'ONU qui le dit. Alors pourquoi vouloir à tout prix nous faire croire qu'il s'agit de personnes fuyant la guerre? 1,5 million donc, c'est-à-dire au bas mot, sachant très bien que les tenants du système ne veulent pas affoler la masse, donc minimisent ces chiffres. Et pour cette année, le système prévoit 2 millions. Mais vu les chiffres de ce même HCR uniquement pour janvier et février, les 2 millions seront largement explosés avant l'été. Les 2 premiers mois de l'année, c'est pratiquement 20 fois plus de personnes qui se sont imposées illégalement sur notre sol européen par rapport à la même période de l'année dernière. Et nous étions en hiver. On sait déjà que 8 à 10 millions attendent pour traverser. Si ce n'est pas une invasion, de quoi s'agit-il alors? La Bretagne, elle, est en train de devenir la poubelle de la France. L'État jacobin n'en demandait pas tant de voir toutes ces associations tenues essentiellement par des profs de l'éducation nationale. Retenez bien éducation et non instruction. Du coup, l'État s'en donne à cœur joie. Et vas-y, je t'envoie un quart à la Guerche de Bretagne, et que je t'en envoie un autre à Fouesnant ou à Cleverchrist, ou encore à Lorient, à Carlas, et on en oublie. On a même vu récemment un quart être ramené dans la région rennaise, du côté de Brocéliande, et nos 30 joyeux Gugus ont refusé de descendre du car, qu'ils étaient trop loin de la ville. En pleine nuit, il a donc fallu amener le car à Saint-Brieuc. Ils ont dormi de force, enfin ils se sont imposés pour dormir dans un commissariat. Ils ont râlé parce qu'il n'y avait pas de lit. Et au petit matin, ils sont évaporés dans la nature et personne ne sait où ils sont. Ils n'étaient pas contents. Tiens, Fouesnant justement. Le maire que j'ai rencontré début janvier nous a expliqué ne pas avoir été consulté sur l'arrivée de ces clandestins. Ce ne serait pas étonnant. Nous savons aujourd'hui que les préfets donnent des ordres pour ne pas médiatiser les nouvelles arrivées, pour empêcher des oppositions, des manifestations, des bruités. On l'a vu récemment dans le Finistère où la préfecture s'entêtait à nier l'arrivée d'une trentaine de clandestins à Carlas, alors que nous avions toutes les preuves en main. Aujourd'hui, c'est officiel, ils ont débarqué une trentaine à côté de Douarnenez. À Fouesnant, toujours, le centre de vacances qui s'est proposé a été interpellé par téléphone. La responsable presse de ce centre était toute fière d'expliquer que son groupe faisait cette démarche par solidarité. Il lui a alors été rétorqué que ce même groupe pouvait donc faire la même chose avec les SDF depuis des années. Nous attendons toujours la réponse. Ces arrivées massives ne peuvent que changer la donne d'un point de vue démographique, et ce changement est déjà en marche. On ne compte plus les pressions musulmanes aujourd'hui partout en Bretagne. À Nantes, le marché de la Petite Hollande, l'un des plus grands de la ville, est aux mains des salafistes. À Rennes, le quartier d'Italie a vu son dernier boucher traditionnel fermer boutique il y a près de 3 ans, ce qui a même valu d'ailleurs un article dans le Mac de Rennes, mais ce média n'a pas voulu aller trop loin par peur. Mais par peur de quoi? Peur de décrire la vérité? Toujours à Rennes, il y a un mois, dans Ouest France, la police demandait, tenez-vous bien, hein, la police demandait à la population de ne plus sortir seule le soir. Pour quelle raison? Des attaques, des agressions sur les personnes commises par ce qu'on appelle des mineurs isolés. Ce sont des clandestins. Comme pour certains, il est très difficile à leur faciès de deviner quel âge ils ont. Ils arrivent, ils ont tous moins de 18 ans, ils sont tous mineurs. Ça coûte une fortune, c'est le contribuable qui paye. Et ces gens-là se règnent tous les soirs, agressent,
c'est des agressions violentes, il y a des blessés à coups de couteau tous les jours. Et là, la police, qui devrait sécuriser, non, la police nous demande à nous, Bretons, de ne plus sortir seuls le soir chez nous. Les Américains ont éliminé l'année dernière à Vantais David Drugeon, devenu artificier d'Al-Qaïda. Les télévisions se sont empressées d'aller recueillir les larmes de sa mère. Le problème, c'est que nous n'avons jamais vu les larmes de sa mère, son visage étant, alors c'est une bretonne, son visage étant dissimulé sous un voile intégral. À Brest, plus personne n'ignore l'imam Rachid Abou Daifa, ancienne racaille du quartier de Pont-à-Nézen, devenu emblème des salafistes en Bretagne. Celui-ci a défrayé la chronique avec une vidéo sur la musique il y a peu, expliquant aux enfants qu'ils seraient transformés en singes ou en porcs s'ils avaient le malheur d'en écouter. La presse bretonne a finalement été obligée d'en parler une fois que l'affaire prenait un tournant hexagonal, tout en cherchant forcément à minimiser l'affaire. On a eu droit également au très respectable Tarek Oubrou, imam de Bordeaux, décoré de la Légion d'honneur par Alain Juppé, qui nous expliquait que celui de Brest était un fou et qu'il fallait l'interner. Alors quand on ne s'intéresse pas à l'islam, on se dit bon, Oubrou doit forcément avoir raison. Quelques petits problèmes quand même. Tarek Oubrou avait il y a encore plus les mêmes références que l'État islamique. Exactement les mêmes. Et c'est prouvé sur des sites musulmans eux-mêmes qui disent là, les références de Oubrou, là les références de l'État islamique, c'est exactement les mêmes. Et les propos de Houdefa figurent dans le Coran, les propos sur la musique. J'ai été vérifié, il y a plus de 7 versets qui confirment les propos d'Houdefa. Houdefa n'a rien inventé. Oubrou n'a fait qu'appliquer la taqiyya, chose que les journalistes ne connaissent pas puisqu'ils ne s'intéressent pas. Ils sont étonnamment peu curieux sur le sujet, mais pourtant toujours à défendre une religion de paix et d'amour. Mais est-ce vraiment une religion d'amour et de paix comme on nous le rabâche sans cesse? Jugez par vous-même. Dans le Coran, on recense 399 fois le mot châtiment, punition 47 fois, craignez 167 fois, tuer 426 fois, le mot aimer, enfin plus exactement, Allah n'aime pas, parce qu'il n'aime pas grand-chose en fait, 74 fois. Étrange façon de prôner la tolérance. Ici ou là, on voit les tenants du système s'exciter dans tous les sens pour empêcher le peuple d'ouvrir les yeux et surtout de protester, comme on vient de le voir à Calais la semaine dernière, où 3 militants de Génération Identitaire ont été condamnés à 3 mois de prison ferme pour avoir bloqué les accès de la ville à des personnes rentrées illégalement sur le territoire. Ces gens qui sont rentrés illégalement sur le territoire européen ne sont pas inquiétés par l'État. Mais les autochtones qui veulent s'opposer à ce que c'est clandestin, ce sont les autochtones qui sont pourchassés, qui sont envoyés en prison. C'est du délire. Notre rôle, votre rôle, est de faire ouvrir les yeux à vos connaissances. Tant d'exemples éteignent le discours tous les jours. Il en va de la survie de la Bretagne, il en va de la survie de l'Europe. En 2015, nous avons pu voir nos élites choquées par les positions du nouveau gouvernement polonais. Celui-ci, en effet, n'a pas hésité à donner un grand coup de pied dans la fourmilière journalistique de son pays. Hollande, espérant sans doute un prix Nobel de la paix, ne s'est pas gêné récemment pour expliquer que l'Union européenne avait les moyens législatifs d'exclure un pays qui voterait trop à droite. Alors, il ne l'a pas dit comme cela, mais ses propos, c'est exactement ce que ça voulait dire. N'hésitez pas à se dire scandalisé par le fait que le gouvernement polonais ait changé des directeurs d'antenne. Alors en France, pays des droits de l'homme, comment est-ce que cela se passe? Je vous cite un article du JDD de décembre dernier. À 17 mois de l'élection présidentielle, François Hollande effectue une vaste refonte du PAF. Après la série de nominations à France Télévisions, le chef d'État sera en train de s'accorder avec Martin Bouygues, propriétaire réputé sarkozyste du groupe éponyme et donc de TF1. Le Canard enchaîné révèle qu'Orange, l'opérateur dont l'État français détient 23%, étudie la possibilité de prétendre à une participation de 10% de la chaîne privée, ce qui permettra à l'État de s'inviter à la table des actionnaires de la Une. Toujours selon l'hebdomadaire satirique, Hollande est à la manœuvre pour permettre à LCI, la chaîne d'information continue affiliée à TF1, d'être présente sur la TNT gratuitement. Pourtant, en juillet 2014, Martin Bouygues n'avait pas obtenu gain de cause. Le CSA avait refusé d'accorder un créneau TNT à LCI, plaçant la chaîne dans une situation financière délicate. Le 17 novembre dernier, le CSA est officiellement revenu sur sa décision.
Le Canard enchaîné évoque même une vente de TF1 à Orange. En contrepartie, le groupe Bouygues pourrait bientôt sceller un accord pour monter au capital d'Orange à hauteur de 10 à 12%. Cela fait un an que les spéculations circulent autour de Bouygues Télécom, poussées à la fusion avec l'un de ses trois concurrents, Orange, SFR ou Free. Pourquoi de telles manœuvres? Pour Canard enchaîné, la raison est avant tout politique. Avoir la main sur TF1 et LCI avant 2017, pour mieux contrer BFM TV que François Hollande juge hostile à son action politique. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. La France est une démocratie. Merde quand même, comme dirait Valls. Tellement démocratique que la France a promulgué une ordonnance le 20 août dernier, procédure particulièrement discrète, surtout dans la torpeur de l'été. Cette ordonnance numéro 2015-1024 impose aux épargnants français le droit européen déjà expérimenté sur les épargnants chypriotes. C'est-à-dire que les banques françaises pourront se renflouer en cas de crise bancaire en ponctionnant dans le compte des épargnes. Officiellement, il ne s'agit que des comptes de plus de 100 000 €, mais cette protection est très fragile et dès l'instant que l'on renonce au droit de propriété comme l'ont fait les voyous qui font mine de nous gouverner, rien n'empêche d'aller plus loin. Atsa l'annonçait déjà en octobre 2013. En octobre 2013, j'écrivais « Européens, ils en veulent à votre épargne ». Ce que j'écrivais il y a 2 ans et demi, tout est vérifié dans cette circulaire sortie l'été dernier. Je ne pense pas que vous en ayez entendu parler dans la grande presse, il ne faudra pas vous affoler. 2015, comme c'est début 2016, fut marqué par la crise paysanne. À grands coups d'annonce, l'État français pense avoir réglé le problème l'été dernier. Pas besoin d'être un ingénieur de la NASA pour s'en rendre compte, à l'époque il ne s'agissait que d'un pansement sur une jambe de bois. Que ce n'était que déplacer le problème dans le temps, et ça n'a absolument pas loupé. C'est reparti en ce début d'année. Si on ne peut donner tort aux agriculteurs sur le scandale de la viande étrangère, ceux-ci devraient peut-être s'interroger et se remettre en question. Commencer par éradiquer la FNSEA et son président Xavier Belin qui importe lui-même des denrées étrangères. Ce syndicat n'est qu'un résidu de fumier qui veut le beurre, l'argent du beurre, et si possible, s'ils peuvent se taper la crémière, ils ne se priveront pas. Nous n'oublions pas non plus que ce même syndicat a brûlé vif des animaux, à savoir des ragondins, pour des 50 otages en plein centre-ville de Nantes un samedi après-midi l'année dernière. Comment nous sensibiliser à la cause animale? Après, nous sommes d'accord, c'est tout le système qu'il faut revoir, du producteur au consommateur. Revoir certaines exigences. Des produits de qualité seront forcément plus chers que la merde que l'on nous impose aujourd'hui, mais notre santé et la santé de nos enfants ne vaut-elle pas cet effort? Comment expliquer l'explosion de cancers, surtout infantiles, si ce n'est par la nourriture? Comment expliquer ces pollutions des eaux, ces pollutions des sols? Et encore, personne ne parle aujourd'hui de la terre arable qui disparaît comme la neige au soleil. On recense aujourd'hui moins de 3 cm de terre arable. Une autre catastrophe s'annonce si rien n'est fait en urgence, car une fois qu'on n'aura plus de terre arable, on ne pourra plus rien produire sur notre terre. Et que nous réserve le TAFTA, ce fameux traité transatlantique dont nous avons parlé ici même il y a 1 an? Je cite Jean-Frédéric Poisson sur LCP. Les documents sur le traité transatlantique sont consultables uniquement en anglais, dans une salle fermée, en étant escorté par un fonctionnaire de Matignon, en laissant son téléphone à l'entrée, avec des menaces de sanctions pénales en cas de divulgation de leur contenu. Ceci est d'autant plus incompréhensible que ce sont des directives très précises de la Commission européenne et non du gouvernement américain qui obligent à procéder ainsi. Non, l'Europe et les États-Unis n'ont pas donné des consignes aux membres du Parlement français. Ce traité concerne l'avenir du peuple et son quotidien puisqu'il s'agit de savoir comment les relations commerciales entre l'Amérique du Nord et l'Europe vont évoluer. Il touche par exemple à nos médicaments, notre alimentation, nos appellations d'origine contrôlée, ou encore la capacité de nos entreprises à entrer dans les marchés publics. Le refus du moindre débat et l'opacité autour de ces traités sont irrespectueux à l'égard du peuple européen et à l'égard de la représentation nationale. Ils sont également de nature à entretenir un soupçon insupportable sur le contenu de ces documents et donc la méfiance du peuple. Le Premier ministre refuse de rendre accessibles ces informations. Tout est caché. Tout est caché. Les députés européens qui ont interpellé Bruxelles ou Strasbourg sur le sujet n'ont pas eu de réponse. La question est systématiquement éludée. Alors quand on sait que les entreprises américaines adorent faire du poulet au chlore, ça fait rêver. Alors oui, manger ça a un prix, et nous devons l'accepter. Le système agricole doit opérer sa révolution et le consommateur également. Nous serons tous gagnants. Mais alors que la France célèbre le 19 mars
date de séparation entre la France et l'Algérie, où malheureusement la France a eu la garde des enfants, pour le moins somme toute turbulents. Il y a un autre scandale dont on ne parle peu. Le halal. Il y a 5 ans de cela, j'ai fait l'intervention à cette même tribune sur le sujet. Force est de constater que la situation ne s'est absolument pas améliorée, bien au contraire. Le docteur de Peretti, vétérinaire de profession, président de Vigilance Halal, va maintenant vous expliquer, vous faire un exposé sur la thématique du halal, les dangers sanitaires. De par sa profession, il vous expliquera tout ça mieux que moi. Voilà.